Bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode très différent. On va faire un épisode on va répondre à vos questions. On a reçu plusieurs questions. On doit y répondre. On est deux, il y a 3 chaises. Vous comprendrez que Réginald est en retard, comme à son habitude. C'est pas grave, on va faire ça. Donc, on a amené des cadeaux aujourd'hui. Pour le gagnant. Pour le gagnant, parce que oui, on va essayer de faire un jeu un peu compétitif avec tout ça. Moi, ce que j'ai apporté pour celui de nous deux qui va répondre au plus grand nombre de questions, c'est un pain que j'ai fait ce matin avec citron framboise. Donc, le gagnant de nous deux va pouvoir repartir avec un pain citron framboise vraiment, vraiment délicieux. Je dois reconnaître l'effort. T'as fait le pain toi-même. Moi, je me sens un peu poche. J'ai juste amené une petite bouteille de vin. Tranquille. Ah, bon. Je suis là. Ah! Désolé. Salut à tous. Avez-vous commencé? Ben. D'après toi? J'ai pas dîné en plus. Ça a l'air tellement bon. Toi qui as fait le pain? Oui, j'ai fait le pain avec. Oui, mais c'est le pain qu'on nous sommes. C'est le prix du gagnant. Faut que ça se mérite un pain keto sans gluten. Je trouvais qu'il manquait de saveur. Yo, le Nutella. Keto sans gluten. Bon. Ben, écoute, hein. J'ai mis à peine de bave dessus. Regarde, si toi t'en parles pas, moi j'en parlerai pas. Les caméras vont parler. Donc, puis toi, là, t'arrives sur la course. Qu'est-ce que tu nous offres? Ma présence. Mais Ben là. ça goûte le citron, hein, sur un dent. Mais en général, Réginald, dès qu'il y a une légère touche d'épices ou d'herbe, il le sent. Fait que, tu sais, Non, il y a du citron. je vais te mettre de la coriandre sur ton prochain plat, on est d'accord? Ça, c'est chiant. Merci. Mais tu sais, c'est un plat pour les sportifs. Là. Il est keto, puis il est sans gluten, puis il est au citron. Pain et citron, je savais pas que ça allait ensemble. Je me pose encore la question. D'après moi, ça fait partie de la créativité des avocats dont tu parlais. Et là là. Moi, ce que je vous ai amené, c'est une BD. Yeah. Fait que c'est Joker the World, issue numéro 1. Fait que dans le fond, c'est juste, c'est intéressant le concept. Vous allez voir quand vous allez l'ouvrir, il y a différents pays, puis c'est des auteurs de différents pays qui ont fait une histoire avec le Joker de Batman et qui se passe dans leur pays respectifs. Fait que dans ça, là, je pense que t'as États-Unis, Argentine, Brésil, puis une couple d'autres, là. Fait que c'est ça. Cameroun aussi, puis etc. Fait que c'est pas intéressant. Fait que pour le gagnant, avez-vous le temps d'expliquer le jeu aujourd'hui? Non, Pas t'étais en encore. retard, mais pas à ce point-là. Donc, non, on n'a pas expliqué le jeu. C'est intimidant d'avoir des questions du public comme ça à l'aveugle. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vois pas qui te l'a envoyé. Fait que c'est pas, au pire, en fait, comment un jeu va fonctionner, chacun notre tour, on va piger une question, on va tenter d'y répondre. Ça se peut que la question, si jamais... Je vais t'interrompre, j'attends toujours ton excuse pour ton retard. Tu sais, là, on est au studio, bien entendu, c'est pas à l'autre bout du monde. Effectivement, c'est le trafic. C'est pas du tout de la faute du studio. Le studio était disponible ok. et tout. Non, c'est le trafic. qu'est-ce Merci que j'ai des d'ailleurs excuses? au studio, bien entendu, de nous recevoir pour ce podcast. J'ai dit ton excuse? C'est mon excuse, c'est le trafic. Ok. Montréal, ligne de poule. T'as vu ça? Voyons, j'ai failli me baigner dans un Explique nid de ton poule. jeu, hein, c'est bon. Bon, chacun notre tour. On va piger une question. On a le choix de répondre ou... Je me rappelle pas c'était quoi le jeu qui faisait ça, mais tu peux l'envoyer à quelqu'un d'autre, puis la personne peut faire un ricochet ou un miroir. On a un ricochet, un miroir chacun. Et quand tu as une réponse qu'on considère satisfaisante, c'est 1 point. Si jamais ta réponse est erronée et que quelqu'un te reprend, tu perds 1 point. La personne là qui a là. le plus de points à la gagne à la fin. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait par hasard un morceau de papier? Ben, J'ai peut-être oublié. la loi de l'impôt. Si on prend en arrière, tu sais, il y a des... C'est ta loi, ça me dérange pas. là. C'est un sacrilège, on va écrire dans la loi. On va écrire dans la loi. Oh boy. Et là là. T'es sûr, là? Mettons, tourne C'est une page. c'est à l'encre, là. Et comment ça, il y a plein de pages vides dans ma loi? Je sais pas. Ils ont oublié de l'imprimer. Je peux Ouais, choisir. hein, t'as vraiment beaucoup de pages blanches. Ben, prends n'importe quelle page blanche. Ça m'est déjà arrivé de pogner une loi qui manquait comme 100 quelques pages dedans. Ouais, Mais bref. c'est drôle. OK. J'ai une All right. section de notes dans ma loi. Fait qu'on y va. Marjo. Reg. Mais pour vrai, est-ce que vous, Jerry. vos lois, il manque des pages?
j'ai pas été jusqu'à là. Ouais. All right. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on va suivre les points comme ça. Parfait. Pour commencer, pareil, pas pareil. Question sur comment ça fonctionne. Celui qui gagne ramasse le paquet. Combien de miroirs et de ricochets on a? Un chaque. Parce que techniquement, il y a à peu près 7 questions par personne. OK. Parfait. Commençons. Right, fait que pareil, pas pareil, savoir qui commence. C'est quoi, Roche, papier, pareil, ciseaux. pas pareil? Roche, papier, ciseaux, il faudra qu'on fasse tout un tournoi, ça va être long, on n'a pas le temps. Je connais Pareil, pas pareil, tu fais ça ou ça. Puis la personne qui est pas pareil, ben, va Commencer, commencer, ok. c'est ça. Fait que OK, c'est bon. 1, 2, 3, go. On recommence. 1, 2, 3, go. Ah, c'est moi qui commence. Bon, parfait. Oh, parfait, une nouvelle question qui vient d'apparaître. Oh, on a chiffonné comme des boulettes. Ouais. Si la question ne porte pas nécessairement sur la fiscalité, mais on va juste la tasser. Oh. Oh. À l'extérieur de l'expertise juridique et comptable qui C'est sont ça. sous-jacentes à nos expertises fiscales. C'est ça. Ou si jamais ça fait l'objet d'un podcast complet, mais on va juste référer au podcast. Quels sont les impacts fiscaux potentiels lors de l'obtention d'un prêt personnel garanti par un actif détenu par la société par action de l'emprunteur? Quels sont les impacts fiscaux potentiels lors de l'obtention d'un prêt personnel? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment d'impacts fiscaux à part que si... En fait, de ce que je comprends, c'est... En fait, oui, OK, il peut y avoir des impacts fiscaux. Si j'obtiens un prêt au niveau personnel, puis c'est garanti par un actif détenu par la société de la personne qui emprunte, à ce moment-là, bon, tout dépendant, c'est quoi l'objectif de l'emprunt? Si l'objectif de l'emprunt, c'est pour des raisons personnelles, par exemple, partir en voyage, acheter un auto ou quoi que ce soit, les intérêts ne seront pas déductibles. On en parle en long et en large dans le podcast Les intérêts. Par contre, là, si l'actif qui est donné en garantie est dans la société, ou ce que la personne pense, je pense, veut nous amener, c'est qu'on peut avoir un avantage à l'actionnaire. Donc, si jamais, justement, j'utilise des biens de ma société dans le but d'obtenir un avantage, donc un prêt que j'aurais peut-être pas eu le droit par ailleurs en regardant seulement mes actifs à moi, on pourrait avoir un avantage à l'actionnaire. Et si jamais, justement, la société est pognée pour payer à caution, la garantie, là, même ça pourrait être un montant non déductible pour elle si elle ne paye pas de frais de caution ni quoi que ce soit. Si elle ne reçoit pas un revenu pour sa caution ni quoi que ce soit. Fait qu'un avantage à l'actionnaire, je pense, c'est un des risques. Donc, faites attention si vous mettez des biens de votre société en garantie pour obtenir des prêts personnels. Consultez un fiscaliste. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse? Oui, c'est la règle sur les prêts endossés du paragraphe 15. Ah oui, puis j'ai une autre règle aussi. On a 2 minutes pour répondre parce que sinon le podcast va durer 1h30. Et je tiens à dire que c'est vraiment des questions du public. Ce n'est pas nous qui avons mis des questions là pour qu'on se réponde entre nous. Ça vient tout du public. Et c'est à l'aveugle. Et aussi. Marjo? J'y vais. Moi, et je trouve ça intimidant. Tout à fait. Hop, là, c'est écrit de façon manuscrite. C'est quoi la question? Quelle idée. On est dans quel studio? Ah! Tu peux aussi ne pas répondre, c'est pas de la fiscalité. Mais c'est comme tu veux, on va accepter ta réponse. Bien entendu. C'est effectivement le nom du studio. Je ne prendrai pas un miroir ou un ricochet pour... D'ailleurs, c'est tellement magnifique comme endroit que ça me fait vraiment plaisir de le mentionner. Bon, on va te donner un point pareil. Merci. Ben oui, ben là. Acheter un immeuble à revenu au perso dans une Inc. ou dans une société en nom collectif? Oh, en 2 minutes. En 2 minutes. Bonne chance. En fait, je vais référer... Il n'y a pas de réponse définitive parce que ça dépend vraiment du projet. Ça dépend vraiment de la situation. Je vais référer au podcast sur les intérêts qui devrait déjà être paru parce que Réginald a indiqué rapidement... Non, c'est celui sur les dividendes. Oui, c'est au podcast sur les dividendes où Réginald a discuté rapidement du fait que détenir un immeuble dans une société par action, une entreprise, fait en sorte que le revenu de location est imposable dès le premier dollar à 50 %. C'est un facteur qui n'est pas assez pris en considération quand on pense à acheter un immeuble d'un point de vue corporatif. Dans un deuxième temps, il faut savoir d'où viennent les fonds qui sont utilisés pour acheter l'immeuble. Si les fonds sont déjà dans un groupe de sociétés, à ce moment-là, sortir les fonds pour l'utiliser au niveau personnel, on va avoir moins de capital parce qu'il va y avoir de l'impôt si on sort les fonds de la société pour l'utiliser. Puis dans une société en nom collectif, ça dépend vraiment de la structure corporative, ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Fait que c'est quelque chose qui peut être utile,
ça dépend du contexte. Est-ce que j'ai le point ou j'ai pas le point? J'accorderais le point. J'accorde le point aussi. Mais il y a des éléments à prendre en considération supplémentaires. Non, ce que j'aurais juste dit, c'est que généralement, je suis plus niveau perso que dans une société par action, parce qu'à part le financement, l'argent qui est déjà là, tu sais, les pertes locatives, tu veux, au niveau perso, ou encore là, il faut que tu t'inscrives aux taxes, puis il y a beaucoup d'actionnaires. Mais effectivement, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Fait que oui, le point est bon. Fait que ça commence qu'on est tous égaux. En général, je pense que si on répond ça dépend, ça devrait être bon. Ouais. Le point. Non, ça dépend, ça suffit pas. Ça dépend, c'est une question de C'est fait. une question C'est la de réponse fait. classique. Je pense qu'on a fait un podcast sur l'immobilier, mais c'est sur la résidence principale. Tout à fait. Fait qu'on va pouvoir en faire un autre sur directement la Les- détention immobilière. Ouais. Là, pour... Très bonne idée. Ouais, Je sais pas si c'est ça. Pourquoi j'ai tout le temps des longues questions? Ma question concerne l'exemption pour gain en capital dans un contexte familial. J'ai déjà entendu dire qu'il y a une complexité supplémentaire lors d'une vente entre mère et sa ou ses filles, par exemple. Si c'est vrai, en quoi consiste... J'ai pas la fin. En quoi consiste-t-elle? Pas juste entre une mère et ses filles, en fait, entre un parent et ses enfants. Jusqu'à 2021, il y avait une complexité additionnelle où, par exemple, si un parent vendait les actions de sa société à la société de son enfant, pour avoir une optimisation fiscale, plutôt que d'avoir droit à son exemption pour gain en capital, le gain en capital était reconverti en dividende. Donc, on apprenait aux parents à ce moment-là qu'en vendant ton enfant, plutôt que d'avoir un gain exempté de 1,25 million, l'exemption pour gain en capital à la date d'aujourd'hui, tu te ramassais avec un dividende imposable à 41 ou 49 %. Ça faisait mal. Depuis 2021, ils ont élargi les règles puis se sont peaufinés. Puis là, depuis 2023-24, il y a 10 critères qu'un parent peut vendre à la société de son enfant et toujours profiter de la déduction pour gain en capital, mais il y a quand même 10 conditions assez strictes. J'ai dit 10, mais c'est à peu près une dizaine. Assez strictes, notamment au transfert du contrôle, le délai de paiement, le transfert de la gestion, le type d'action ou de participation que le parent peut avoir après, etc. Fait qu'il y a quand même beaucoup de critères. Si je veux faire un parallèle, un parent aurait vendu ça à un étranger, et là, je parle pas à un non-résident, mais je parle à un autre Canadien avec lequel il n'y a pas de lien de dépendance. Aucune condition s'applique et il pouvait prendre sa déduction pour gain en capital. Fait que quand il vend à son enfant, c'est beaucoup plus complexe. Définitivement, consulter un fiscaliste pour ça. Sinon, comme on dit, on parle quand même, plutôt que de sauver de l'impôt sur 1 250 000, tu te ramasses à payer 41 à 49 %. C'est un dur réveil. Ça vaut la peine de payer un fiscaliste à plus de 100 $ de l'heure, comme Maître Étienne disait, qui est plus un fiscaliste est plus autour de 400 à 800 $ de l'heure et plus. Mais c'est une bonne nouvelle que la politique fiscale permette maintenant les transferts intergénérationnels. Oui. Donc, je t'accorde ton point. Oui, définitivement. Mais quand tu lis, j'avais eu l'opportunité de donner une conférence là-dessus et d'aller lire les débats des... Bon, je ne vais pas dire des sénateurs, mais bref, à l'Assemblée, je laisse-moi dire qu'il y a des gens qui... À la Chambre des communes, ouais, il y a des gens qui ne devraient pas trop parler. Parce que ça ne définissant pas de quoi ils parlent. Fait que... Là là. Pression. Une autre écrite à la main, j'en veux plus. Là là. Pourquoi le gouvernement ne fait-il pas les impôts automatiquement? Parce qu'on est dans un système d'autodéclaration au Canada. C'est le choix qu'on a fait comme gouvernement. Mais au-delà du fait qu'on est dans un système d'autodéclaration, faut quand même préciser que l'Agence du revenu du Canada a commencé à le faire récemment pour les personnes qui étaient plus démunies. Mm-hmm. Comme ça, certaines personnes, certains contribuables ont leur rapport d'impôt qui se remplissent automatiquement. Donc, ça se fait, mais la raison pour laquelle ça se fait pas de façon généralisée, c'est que chaque cas est un cas d'espèce. Donc, un employé pourrait aussi avoir une petite entreprise par ailleurs. Certains sont actionnaires. La gestion des REER, la gestion... Donc, la loi fiscale permet vraiment apporte une complexité dans la gestion des impôts. Puis c'est vraiment une question de fait parce que chaque personne fait ses propres choix en fonction de sa situation. Donc, prendre ou non des REER, prendre ou non l'exonération sur la résidence principale, avoir une entreprise, être travailleur autonome. Donc, c'est trop complexe. Mais les personnes plus défavorisées, généralement, leur situation, elle est beaucoup plus simple. Et dans ce contexte-là, les autorités fiscales le font de façon automatique.
afin qu'elles puissent aller chercher tous les crédits auxquels elles ont droit dans le cadre de notre société de redistribution de richesse. As-tu des points à ajouter? Est-ce que tu accordes le point? Oh, définitivement. Est-ce que j'ai des points à ajouter? Écoute. Le seul point que j'ajouterais, c'est qu'une des complexités qu'il y avait, c'était les frais médicaux. Tout à fait. Parce que les frais médicaux, ça, le gouvernement n'est pas au courant des factures, des frais médicaux que les gens ont engagés. Fait que ça, c'est quelque chose qui faisait que si on remplit automatiquement, ça ne pourrait pas optimiser. Faut que tu lises à voix haute, hein, pas dans ta tête. Écoute, quelle est l'utilité d'une fiducie financière? Fiducie financière. Ouais, je ne sais pas si on parle d'une fiducie financière comme étant un fonds commun constitué sous forme de fiducie ou si on parle plutôt d'une fiducie familiale. Je crois plus que c'est une fiducie familiale ici. Je présume ici qu'une fiducie familiale, puis ça, on en a parlé dans un balado qu'on vient d'enregistrer en long et en large par rapport à l'utilité d'une fiducie familiale. Donc, Tu réfères. je réfère au podcast. Alors, tu peux piger une deuxième question. Est-ce que c'est un demi-point ou... Non, Non. il faut juste référer. Ah non, ok. En plus, même pas lui qui a C'est parlé pas plus moi qui de a parlé, moi, j'ai fiducie. rien fait. Vous êtes rude? Moi, j'aurais donné un... T'es on, prof, hein? on veut gagner, là, c'est compétitif. On commence à être plus stiff aussi, c'est des réponses. Comment fonctionnent les paradis fiscaux et quel impact ont-ils sur l'économie? Vas-y. Merveilleux point. Le chalandage fiscal. Connaissez-vous ce concept-là? C'est pas les pertes, ça? C'est pas le magasinage de pertes? Le chalandage Non, c'est fiscal? le magasinage des traités fiscaux. Ah, ou le c'est vrai. cumul des traités fiscaux. Ultimement, selon ce que j'ai compris, puis encore, c'est pas ma spécialité, mais si je suis capable de le simplifier du mieux que je peux, c'est que certains revenus sont traités de manière très préférentielle dans certaines juridictions. Jusqu'à récemment, je pense l'Irlande, surtout ce qui était la propriété intellectuelle, que je vais utiliser comme exemple ici. Donc, tous les revenus qui étaient liés, par exemple, à des droits d'auteur, à du goodwill, puis ce genre d'éléments-là, qui découlaient en fait de la propriété intellectuelle en Irlande, avaient un taux d'imposition vraiment favorable par rapport au reste du monde. Ce qui faisait en sorte que, comme par hasard en Irlande, il y avait plein de propriétés intellectuelles qui étaient détenues par des sociétés irlandaises, plein de monde qui travaillait là-bas pour l'entretien, la gestion de toutes ces propriétés intellectuelles-là, ce qui faisait en sorte que il y avait moins d'impôts à payer par le groupe de sociétés quand on pense à un groupe de sociétés dans son ensemble. Ça, c'est un exemple. On a aussi, par exemple, avant, c'était les Bahamas. Peut-être que je vois les Bahamas ou les Bermudes, un des deux pays qui, je pense qu'il n'y avait pas d'impôts ou très peu d'impôts sur les revenus de placement. Donc, il y a beaucoup de monde qui envoie leurs revenus de placement dans ce genre de juridiction-là pour bénéficier d'un traitement fiscal avantageux. Évidemment, d'un point de vue purement canadien, le gouvernement tenait à être quand on parle principalement du revenu de placement détenu par des entités juridiques et des sociétés aux Bahamas, le gouvernement fédéral voulait en être informé. Puis de manière obligatoire, en fait, les contribuables devaient déclarer ces revenus-là, puis s'imposer même d'avance au moment où le revenu était gagné. Donc, il n'y avait pas nécessairement, dans la mesure où le contribuable déclarait ces revenus-là, il n'y avait pas nécessairement d'impact négatif. Maintenant, on connaît tous les Panama Papers, puis ce genre de trucs-là, où on a pris connaissance de beaucoup de personnes qui ne déclaraient pas ces revenus-là, mais c'était pas correct de ne pas les déclarer. C'est pas voulu comme ça. Fait que voilà ma réponse. Est-ce que j'ai le point? Est-ce qu'il a le point? Oui, j'accorde le point. Précision? En fait, c'est pas une précision. Les paradis fiscaux sont vus de façon négative. Je crois que la question a demandé une petite touche sur l'économie. Les paradis fiscaux ont quand même leur rôle à jouer dans la concurrence internationale. Puis les pays qui sont généralement reconnus comme étant des paradis fiscaux, c'est des pays où c'est, pas toujours, mais que ça va être vraiment une de leurs sources. Dans le fond, ils vont s'en servir comme ressource première, au même titre que d'autres pays vont exploiter des vraies ressources naturelles. Mm-hmm. Donc, d'un point de vue économique, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'utilisation des paradis fiscaux. Je pense qu'ils peuvent avoir quand même leur avantage dans certaines situations très précises et factuelles. Et que, et que si on les interdisait complètement au Canada, je pense qu'on aurait des problèmes parce que comme ils existent, on ne peut pas les nier. Donc, on est mieux de faire affaire avec et de les utiliser et de les déclarer. Donc, si on interdisait tout simplement leur existence et leur utilisation, mais là, nos entreprises deviendraient non compétitives par rapport à ceux qui peuvent les utiliser.
Parce qu'on n'a pas le contrôle sur le fait qu'ils existent ou pas. OK, là, avec la fin, ta fin vient un peu justifiée parce que là, je me demandais où tu t'en allais. Mais effectivement, c'est que si nous, on les empêche ici, mais que les autres le font, ben c'est veut pas, on va avoir un problème une concurrence internationale, problème. déloyale. Oui, Là. je comprends, oui. Je tiens par contre à dire que l'OCDE a quand même travaillé sur pilier 1 et pilier 2. L'OCDE étant, je sais pas que ça, je me rappelle plus c'est quoi l'acronyme de l'OCDE, mais tu vas dire c'est comme un organisme qui gère un peu la fiscalité à travers le monde pour s'assurer que ça reste concurrentiel et qui maintenant ont instauré un type d'impôt minimum que même si, exemple, tu es dans un paradis fiscal qui chargerait 5 % d'impôt sur tes profits, mais tu te ramasses quand même à payer un montant d'impôt additionnel, puis ça ne sera pas nécessairement dans le paradis fiscal, mais dans l'entreprise où ta société mère ultime elle est. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau international, il y a quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'éléments qui sont mis en place pour s'assurer que les paradis fiscaux, que ça se termine de déplacer les profits dans une autre entité. Pas que ça se termine, mais que ce soit mieux encadré, oui, limiter les conséquences. Ça pourrait être en soi le sujet d'un balado. Oui, quelqu'un va faire venir un fiscaliste. Comment fonctionnent les paradis fiscaux? Déjà, la première question, on pourrait en parler probablement pendant 1 heure. Oui. Y a-t-il des alternatives aux dépenses automobiles? Ici, je présume que ce qu'on veut dire, c'est quand on se prend tes dépenses automobiles, tu as le droit à des déductions, normalement. S'il y a des alternatives, ça dépend des contextes. Je dirais des allocations automobiles. Si jamais vous êtes employé ou que vous êtes employé et que vous utilisez votre automobile, vous pourriez demander à votre employeur de vous faire des allocations automobiles plutôt que de déduire vos dépenses. Si vous n'avez pas d'allocation ou quoi que ce soit, ça serait un des éléments. Mais à ce niveau-là, je réfère on a quand même fait deux podcasts qui sont quand même, 2 balados qui sont qui ont très, très pogné. C'est ceux sur les avantages automobiles et les déductions automobiles employeur-employé. Fait que je vous réfère à ceux-là au besoin parce que si on en a parlé pendant 2 heures et qu'il y aura encore d'autres choses à dire, définitivement, ça vaut la peine. Est-ce que j'ai mon point? On accorde le point. Là, on devient plus sévère là, sur les points. Là, sinon, c'est comme d'égalité? Oui, parce que tout le monde, là, okay. On va donner sinon les points 5 et tout. Là. OK. J'ai voulu tantôt. Mais ça a passé proche. C'est quoi vos dossiers préférés en tant que fiscaliste? Question facile. Oh, mais ça permet de parler de quelque chose qui passionne. Moi, mes dossiers préférés, moi, j'appelle ça la fiscalité transactionnelle. C'est quand on vient, dans le cadre d'un achat-vente d'entreprise, quand on vient intégrer des membres d'une famille, quand on vient intégrer des employés, quand on vient vraiment faire, dans le fond, une relation à même une entreprise. Donc, la fiscalité relationnelle, la fiscalité transactionnelle, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'on est en train d'aider un entrepreneur qui a bâti à grandir, à avoir une plus belle croissance. La fiscalité, le légal, le comptable, c'est tellement complexe qu'on joue vraiment un rôle pour l'accompagner puis faire en sorte que ça soit plus facile, plus agréable. Donc, puis généralement, des dossiers transactionnels, ça vient avec des cadeaux fiscaux, de la déduction sur le gain en capital, du transfert intergénérationnel, des employés qui sont super contents parce qu'ils se retrouvent avec des actions. Donc, c'est juste, c'est que positif, là. Pour cette question-là, ce que je propose, parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, de bonne réponse. On a entendu ton point. Moi, je dirais Jerry, toi, c'est quoi? Puis la meilleure réponse des 3, on donnera le point à cette personne-là. Ça va créer tout de suite un... Je refuse. Tu refuses? Je refuse. Donc, tu utilises ton ricochet ou ton miroir? Non, je n'utilise pas mon ricochet. C'est juste que ta proposition donc, tu refuses n'est pas dans de répondre. Elle n'est pas dans les règlements. Elle n'est pas dans les règlements, elle n'est pas dans l'esprit du jeu à la base. Est-ce que tu es Ben, d'accord en avec ce que je fait, propose? selon moi, ce qui fait en sorte qu'on aime être fiscaliste, ça doit être 3 raisons différentes. Donc, je pense que je serais quand même intéressée de savoir vos raisons. C'est quoi? Non, c'est pas pourquoi on aime être fiscaliste, c'est quoi Nos nos dossiers préférés. En tant que fiscaliste. Fait que ça serait quoi, toi, tes dossiers préférés? Je sais pas si j'en ai. Honnêtement, j'aime bien les dossiers parce que je me casse la tête parce que je comprends pas soit la loi de l'impôt ou la jurisprudence liée à un dossier puis que j'essaie de comprendre la position, mais c'est très général comme réponse. Fait que toi, c'est la complexité du dossier que tu aimes. Toi, c'est l'aspect relationnel. Oui. Mon bord, qu'est-ce que... la difficulté, c'est que j'aurais tendance à aller vers ta position de l'aspect relationnel. Régler la satisfaction de régler le problème de quelqu'un.
Fait que ça rejoint un peu ton relationnel, mais c'est vraiment en plus comme quelqu'un qui va dire, d'ailleurs, pas pour rien que je suis devenu prof, quelqu'un qui dit qu'il comprend quand je parle de fiscalité. Je trouve ça, mon ego est nourri à ce moment-là. Fait que c'est quelqu'un qui pense, qui comprend, qui dit, OK, maintenant je comprends. Est-ce que tu peux, quand tu es en mesure de répondre à leurs questions et de les aider, même si c'est pas nécessairement une grosse transaction ou quoi que ce soit, vraiment juste quelqu'un qui est comme, OK, est-ce que c'est vrai que le gouvernement essaie tout le temps de nous en faire whopper? Est-ce que c'est vrai que l'impôt est illégal? Est-ce que c'est... Être en mesure de fournir des explications puis de transmettre une partie de son savoir. Fait que dans ça, mes dossiers préférés, je pense que ça serait enseigner. Ça serait ça mon dossier préféré. Julien, lequel des trois devrait être le plus inspirant selon toi? Je pense que celle de Marjorie. Bon, parfait. Fait que Marjo, t'as le point. Wouhou! Prévoit des modifications aux règles. Hein? Dorénavant, c'est bon. C'est bon. Tu te rappelles pas? Il faut que les règles soient claires puis connues d'avance, sinon je suis pas content. Je suis comme le gouvernement, je peux changer les règles quand je veux. Dans quel scénario une structure comme celle-ci, ouvre la parenthèse, Fiducie qui détient 100% des actions d'Opco et 100% des actions de GESCO est optimale? À savoir que la GESCO détient aucune action dans la Opco. OK. Oublie pas que t'as 2 minutes. Vas-y. On va ramener les 2 minutes là, pour être sûr qu'on respecte. À mon avis, la structure présentée n'est pas optimale parce que les actions avec droit de vote peuvent créer problème pourraient créer problème éventuellement. Je tiens à le dire avant de répondre. Ça pourrait entraîner notamment les acquisitions de contrôle s'il y a un changement de fiduciaire. Je vais arrêter cette parenthèse-là. Maintenant, dans quelle situation est optimale? Ça simplifie la purification de la société opérante. Puis ça permet de faire transiter l'argent en faveur de la société de gestion, tout en minimisant l'analyse de 55.2, de l'article 55.2. Je refuse la réponse. Je refuse la réponse. Pourquoi? Parce que tu as très bien commencé avec tes droits de vote, mais après ça, tu as expliqué les conséquences. Et la question, si je comprends bien, c'était dans quel scénario c'est optimal? Dans quel scénario c'est optimal? C'est optimal, dans ce contexte-là, d'avoir la GESCO détenue, les deux. En fait, la GESCO doit être bénéficiaire de la fiducie. Puis la fiducie doit détenir les actions de la société opérante. Puis ensuite, c'est optimal dans ce contexte-là parce qu'on peut transférer les surplus en faveur de la société de gestion. Dans un contexte de purification. Dans un contexte de purification en continu. Pour pouvoir se qualifier à la déduction pour gain en capital. Tout à fait. C'est mieux dit maintenant que tantôt, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Un point complet ou demi? Ah, moi, j'avais compris. C'est caractéristique pédagogique. Non. C'est caractéristique. All right, c'est juste moi qui donne du Regarde, je veux faire transition à la société de gestion sans me casser la tête. Bon. Je suis un hater, c'est correct. Pour les étudiants qui nous écoutent, je veux gagner. mais on voit ici dans la correction entre les deux profs. Lui, il veut voir chacun des éléments. Là. Dans l'objectif de se qualifier à la décision pour gain en capital, il est préférable de distribuer les surplus de la société opérante. OK. Pour les fins du jeu, je vais utiliser mon ricochet pour cette question-là. Pourquoi un avocat fiscaliste est-il généralement considéré comme supérieur à un CPA? On se pose la question à qui? Hey, je vais rester poli, là. Mais... Who the F qui a écrit ça? Là, je sais pas, qui a vu... Pourquoi un avocat fiscaliste est-il généralement considéré comme supérieur? Tu poses la question à qui? À Marjo ou à moi? Je sais pas à qui je fais le ricochet, parce que moi, si je réponds à ça, ça va mal sortir. Puis, fait que... Jerry? Parce que Marjo, elle pourrait juste comme trop dire des bêtises pour son... Fait que, pourquoi elle se considère... Je vais juste me poser... Comme ça, les CPA, c'est toi qui vont hate après. Je vais juste me positionner sur un point. Un point que je trouve qui est une injustice pour les CPA. Nous, on a... Mon Dieu, je me rappelle plus du terme. J'ai un blanc de mémoire. Pas le droit à la confidentialité. Pas le droit à la confidentialité, le droit à... Mon Dieu. Au secret professionnel. Le secret professionnel. Les avocats fiscalistes ont le bénéfice de ce qu'on appelle le secret professionnel. Ce qui fait en sorte que même si l'Agence du revenu du Canada vient demander un de leurs dossiers, de ce que je comprends, ils peuvent refuser de le donner en vertu du secret professionnel. Tu me corrigeras si j'ai tort. Par contre, un comptable, nous, on a une obligation de confidentialité, mais c'est un droit ou une obligation qui est
plus basse, puis ça fait en sorte que si on se fait demander les dossiers par l'Agence du revenu du Canada, on est obligé de tout donner nos dossiers. Donc, dans ce contexte-là très spécifique, je trouve que les avocats ont un avantage en fiscalité. La question, c'est pas si ils ont un avantage, c'est pourquoi sont-ils considérés supérieurs? Ben, ils sont supérieurs parce qu'ils ont un avantage. Ils ont un avantage notamment sur le secret secret professionnel. professionnel est plus fort que le nôtre. Que le nôtre, tout à fait. Évidemment, j'ai envie de refuser la réponse parce que je ne suis pas d'accord avec la question, mais ce que tu as dit est une bonne réponse en soi. Marjo, est-ce qu'on accorde le point? Moi, j'accorde le point, définitivement. C'est une bonne réflexion. Bon, fait que maintenant, Jerry, man. Tu parlais-tu un point? Tu parlais-tu un point? Parce que non, parce que toi, tu as eu le point, moi, je l'ai pas eu. Okay, fait que t'as déjà un point de plus. Fait que, écoute, personnellement, je ne crois pas que les avocats fiscalistes sont supérieurs au CPA. C'est différent, parce que même un avocat fiscaliste devant une déclaration de revenus, tu vas voir que sa supériorité n'est pas tellement là. Ou devant même de la planification de réorg, généralement, ça va plus être des comptables. Mais... Ce que j'aurais aimé utiliser comme terme, c'est complémentaire. Parce que ça va dans le relationnel. Oui. Mais moi, je pense vraiment que c'est très complémentaire parce que l'avocat fiscaliste va avoir la capacité de rédiger le mémorandum fiscal puis d'exécuter la documentation. Mais effectivement, au niveau de l'analyse des déclarations, d'aller analyser tous les comptes fiscaux, ça peut être vraiment... En fait, c'est essentiel, c'est même pas optionnel de collaborer avec d'autres comptables, fiscalistes et non fiscalistes. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas jaser de supériorité, mais il faut jaser de collaboration et de complémentarité, de travail d'équipe. Ça, je trouve que c'est une meilleure réponse que la tienne. J'aurais donné un point pour ça. Donc, Julien, il faut qu'il tranche. À toi. Non, c'est à Marjo. Ah, c'est bon. Là, les questions écrites, manuscrites. Et là. C'est sûr que on va voir comment un avocat fiscaliste et un comptable fiscaliste collaborent avec cette question-là. Si on détient au personnel un immeuble qui fait de la location court terme, est-ce considéré comme un revenu de travailleur autonome, donc il faut remplir le 21-25, ou un revenu locatif, donc il faut remplir le T776? Ouais. Je vais faire un ricochet à Réginald. Donc, je ne perds pas de point. Un immeuble locatif à court terme. Bon, location court terme, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que normalement, tu as une obligation de t'inscrire aux taxes. Au niveau des taxes à la consommation, c'est considéré, on va dire, commercial. Fait que le monde a tendance à avoir un mauvais parallèle, dire comme « Ah, je dois m'inscrire aux taxes, c'est un revenu d'entreprise, ça devrait être un revenu actif. » Donc, au niveau... fiscal, au niveau de l'impôt, ça va être un revenu actif aussi. C'est faux. Ta location, que ce soit court terme, long terme, si tout ce que tu offres, c'est des services de location, ça va être considéré comme du revenu de bien et au niveau perso, ça va être la T776 qui va être à remplir. Le moment où ton revenu de location va devenir du revenu d'entreprise, c'est si, par exemple, l'exemple classique, puis c'est pas des travailleurs autonomes qui ont ça, c'est des hôtels. Où ce que là, tu offres tellement de services en plus de ta location, ça fait en sorte que les gens payent autant, sinon plus, pour le service que pour la location. Et donc là, tu peux rentrer dans du revenu d'entreprise. Fait que pour répondre à ça, T776 qui serait à remplir. Puis je pense que c'est impossible de parler de location à court terme sans parler du fait qu'il faut obtenir un permis. Sinon, il y a des restrictions fiscales. Définitivement. Donc, c'est un informez-vous. excellent avis. Est-ce que ma réponse est acceptée? Oui. Ta réponse est acceptée, mais la précision de Jerry, est tellement importante que j'y mettrai un 0.5. Non. Oui! Vous n'avez pas à lui. Ta précision tantôt était bonne pour te le donner. Ah, c'est vrai, OK. Bon. T'es mauvais, pardon. Fait que j'ai perdu mon ricochet. T'es J'ai plus de mauvais, pardon, ricochet, Régie. t'as plus de ricochet. Jerry a encore tous ses outils. Il me reste mon miroir. Mais Ah, comme- mais Genre, là, je suis pas mauvais perdant. L'important, c'est de s'amuser. J'adore. Moi, je m'amuse seulement quand je gagne. J'adore. J'adore cette question-là. Reggie, écoute bien. Écoute bien, Reggie. Quelle est la différence entre la maîtrise en fiscalité LLM et le MFISC? roulement de tambour. Est-ce que le LLM est plus axé sur le droit et MFISC vers les affaires? Oh, j'aime la précision. On tient à préciser que vous êtes deux LLM Fisc et je suis le seul vrai M-Fisc. Je vais dire ça de même. Vrai MFISC? Donc, nous, on a une... non. Quelqu'un a voulu attiser la compétition entre Sherbrooke et HEC ici. Je pensais que tu allais me lancer ton Mais- soir.
Je tiens à dire, vous étant professeur à l'UQAM, que dorénavant, MFISC. il y a MFISC MFISC à également. l'UQAM, oui. Fait que je tiens à dire que... Grande fierté pour nous deux de ce programme, Puis de vous, MFISC. vous avez participé au développement du programme. Je tiens quand même à chapeau parce que c'est jamais facile de développer ce genre de Donc, on programme. a participé. Donc, je suis une LLM qui a participé à la création de programme MFISC. C'est quoi la réponse à la question? Je sais pas si Jerry, est-ce honnêtement, pour moi, c'est équivalent parce que pour avoir travaillé avec des produits des deux écoles, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a pas vraiment de différence. T'sais, à la fin, les deux sont capables d'analyser la loi de la même manière, ce qui est quand même un élément essentiel. De ce que j'ai cru comprendre, il y a un peu plus d'accent à l'Université de Sherbrooke sur l'analyse de cas pratiques, de déclaration d'impôts. Ça arrive un peu plus. Mais au bout de quelques années de pratique puis de quelques années d'expérience, la plupart du temps, c'est une question de personne, c'est une question de l'individu avec qui vous faites affaire. Fait que je peux pas dire qu'il y a une différence significative au bout de quelques années de pratique. Même en sortant, je peux pas dire qu'il y a une différence significative entre les deux programmes et donc entre les deux diplômes. Très belle réponse. En fait, des trois programmes, excusez-moi. Ben oui, sauf que c'est 2 maîtrises puis un LLM. Le LLM est une maîtrise en droit, option fiscalité. La maîtrise en fiscalité, c'est vraiment un 2e cycle en fiscalité. Tout à fait. Maintenant que ça c'est dit, qu'on a gossé sur les virgules, un point que je donnerais pour la LLM Fisc, elle est reconnue partout. Ouais. Donc, versus la maîtrise en fiscalité en sortant du Québec, elle est reconnue au Canada, mais pas autant qu'un LLM Fisc. Pas autant, en fait... Elle a la même crédibilité, on apprend la même chose, mais à l'extérieur, c'est pas qu'elle n'est pas reconnue, mais c'est qu'ils ne connaissent moins le programme de MFISC. Mais au Québec, MFISC, LLM Fisc, potato, c'est la même chose. Est-ce que j'ai le point ou j'ai pas le point? Bien sûr que Bien j'ai le point. T'es en avance. On aurait dû refuser, on aurait aidé. Ouais, bon. J'essaie d'amener ici de la complicité, de bribery. Quelles sont les options pour une optimisation créative de la fiscalité lorsque les comptes enregistrés sont pleins? Comptes enregistrés, ici, on parle de CELI, REER, CELIAP, REE. Ouais. Fait que quelles sont les options pour une optimisation créative de la fiscalité lorsque les comptes enregistrés sont pleins? Ça dépend vraiment de la situation. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a une société on the side? Est-ce que, qui a juste une société opérante, une société de gestion? Mettons qu'on oublie l'aspect société et qu'on parle de quelqu'un qui est salarié. Ce qui reste, t'avais dans le temps, je ne sais même pas si ça existe encore, le capital régional de Desjardins qui donnait un crédit. T'as sinon les actions accréditives pour les sociétés minières, mais c'est tout un monde. Les risques de perte sont là. C'est pas quelque chose que je suis un gros fan, mais ça existe pareil, donc c'est créatif, on peut dire. C'est tout à fait légal. Fait que si j'enlève le CELI, REER et REE, ce qui nous reste... La gestion du portefeuille de placement non enregistré. Maximiser les dividendes, maximiser plutôt le gain en capital à long terme. Le gain en capital à long terme, mais t'as pas des dividendes, t'as pas tes revenus de liquidité. Je sais. Vas-y, dis-le. J'ai dit maximiser des placements sur le gain en capitaux. Bref. Bref, est-ce que tu as le point? Oui, je l'accorde. C'est ça. Fait que les actions accréditées, je pense que c'est là que la personne voulait aller. Mais sinon, je vois pas... Pas tellement de choses au niveau perso. Hein. Ça reste que l'exonération pour résidence principale est dans les gros... Mais c'est pas créatif, puis il faut que tu vendes ta maison. Les gros bonbons fiscaux. Mais ça permet d'accumuler de la valeur libre d'impôt. Donc, tu sais, dans le fond, si la personne au niveau... Je l'ai besoin avec ça. Ouais, mais parce que tu vends ta maison, il faut que tu en achètes une autre. Là. Je suis d'accord avec toi, mais si je choisis d'avoir une maison qui vaut 2 millions de dollars aujourd'hui plutôt qu'une maison qui en vaut 500 000, dans 10 ans, celle qui vaut 2 millions aujourd'hui risque d'avoir pris beaucoup plus de valeur que celle qui vaut 500 000. Fait que l'argent à l'abri de l'impôt... Ouais, mais... Il y a un effet de levier. Oui, mais... l'argent à l'abri de l'impôt à mon décès, c'est... C'est pas un placement, sa maison. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord, mais c'est pas un placement, mais c'est un patrimoine à l'abri de l'impôt. C'est ça. Les planificateurs financiers, généralement, insistent pour dire que c'est pas un placement parce que tu dois te loger quelque part. Donc, ça, c'est vrai. Ça coûte plus cher, entretenir une maison qui est plus cher, normalement. Mais ça reste que pour une personne, c'est un cadeau, un abri fiscal. OK.
Quels sont les types de fiducies les plus communes pour les entrepreneurs? Intervivos et non testamentaires. Ben, en fait, C'est la bonne personne qui l'a oui, dit. ben, c'est la fiducie familiale discrétionnaire qui est vraiment très, très pertinente pour les entrepreneurs. Elle permet de multiplier la déduction sur le gain en capital lorsque les bénéficiaires conservent l'argent. C'est un véhicule qui permet de reporter l'impôt au décès. C'est un véhicule qui facilite la purification en continu. C'est un beau véhicule pour la protection des actifs et, dans le fond, de mettre les actifs à l'abri des créanciers. Si les personnes de la famille sont impliquées dans l'entreprise, c'est aussi un véhicule qui sert pour fractionner le revenu parmi les membres de la famille qui sont impliqués. Donc, pour ces raisons-là, c'est vraiment un très beau véhicule. Les autres qui sont aussi utiles pour les entrepreneurs, c'est ceux qui sont plus à l'étape de la vente. On va penser à une fiducie de 104-18. Donc, on appelle généralement ça la fiducie pour mineurs. Donc, ça peut être utile dans un contexte de vente si jamais on ne veut pas mettre 1 million dans les mains d'un enfant de 5 ans. Donc, c'est les deux. En fait, comme la question était au pluriel, je voulais donner deux réponses. Donc, ce seraient les deux qui me viendraient en tête. J'avais déjà donné le point parce que je savais que tu allais donner une réponse complète. Fait que c'était assez... Regardez comme ça, Réginald, je sais que tu... Sûrement, t'es en avance. Là. Vu qu'elle a fait un ricochet, elle est en retard. Mon comptable me dit qu'il y a 2 sortes de dividendes. Félicitations. Un où je paye moins d'impôts au personnel et l'autre où j'en paye plus. Qui décide de quel type de dividende je me verse? Moi. Donc, on revient, on a fait un podcast sur les dividendes dans lequel on a discuté en long et en large de ces 2 types de dividendes qui sont dividendes autres que déterminés. Fait que tu choisis de répondre ou de référer au... Non, je vais répondre. C'est correct. Parfait. C'est correct. T'as un petit peu. Dividendes autres que déterminés, qui est aussi connu sous le nom de dividende ordinaire, même si ça n'existe pas dans la loi, et dividende déterminé. Le dividende déterminé va être imposé à un taux d'imposition favorable pour le bénéficiaire, pour celui qui reçoit le dividende. Maintenant, qui est-ce qui en décide? Comme on l'a si bien expliqué, quand un revenu est imposé dans la société, donc la société qui génère le revenu en dessous, à un taux d'imposition supérieur, plus élevé, ben, le dividende qui va être versé va être un dividende... le revenu en question va contribuer au compte de CRTG qui pourra, lui, être versé sous forme de dividende déterminé. Je tiens à préciser qu'un choix doit être fait. C'est correct. Pourquoi je tiens à le dire? C'est parce que trop souvent, dans les sociétés, on voit des sociétés qui ont beaucoup de comptes de CRTG, beaucoup de possibilités de verser du CRTG, puis que ce n'est pas utilisé. Même s'il n'y a pas de IMRTD, puis même s'il n'y a pas d'enjeu d'impôt remboursable, on voit souvent des sociétés pleines de possibilités de verser du dividende déterminé qui versent du dividende ordinaire sans arrêt. C'est des sous-optimisations qui arrivent une fois de temps en temps. Donc, c'est bien comme question, c'est bien que de vous en informer. Est-ce que tu acceptes ou tu refuses? J'espère tellement qu'il y a un gros plan en ce moment qui se fait sur toi. Mais c'est que tout ce qui a été dit est vrai. Mais Et la précision sur le choix, elle est importante et essentielle. Et d'un point de vue juridique, cela doit être documenté au livre des minutes. Je crois par contre qu'il y a encore plus d'informations qui pourraient être dites sur les types de dividendes. Donc, j'irais avec un 3/4 de point. Moi, j'irais avec maximum une demi pour 10 euros parce qu'il n'y a pas 2 types de dividendes, il y en a 3. Et ce n'est pas précisé ici. Peut-être que je paye moins d'impôts, on faisait référence à un CDC que tu n'as pas abordé. Hein? C'est vrai, il y a du dividende en capital également. Fait que, Mais dans le contexte où la question a été posée, probablement dividende déterminé ordinaire qui avait en référence. Je pense aussi. vous présumez? Oui. C'est rude, c'est rude. Ben là, c'est parce que sinon... c'est correct, Réginald. Quand tu vas répondre à ta question, vas-y. C'est bon. C'est quoi, Je m'attends s'il y en a une qui... tu veux tellement gagner le pain. Non, ben, c'est vrai, c'est du pain. Non, ben ouais, je fais ça pour le jeu, là, mais je suis pas... Il est aussi compétitif de nature, c'est correct. Cela, en fait, c'est pas une question. Ça dit, peut-on avoir un épisode sur les fiducies testamentaires, impacts fiscaux au décès, comment bien planifier la succession? Oui. C'est pas vraiment une question, fait que pigeon. Ou bien un sur les fiducies familiales, fiducies testamentaires, où on pourrait en faire un autre lors de la saison 4. Il y a tellement de choses à dire sur les fiducies testamentaires, puis c'est tellement favorable comme régime que
j'encourage vraiment l'idée. Pouvez-vous expliquer c'est quoi une avance à l'actionnaire? Donc, ça va. Vas-y, explique-moi. Explique-moi c'est quoi, Reggie. Donc, tout d'abord, c'est régi par le paragraphe 15.2. Donc, une avance à l'actionnaire, en gros, c'est quoi? C'est quand une société prête des fonds à son actionnaire. Et ben là, dans le fond, en fait, c'est juste ça, une avance à l'actionnaire. Mais il y a des conséquences fiscales par rapport à ça. Lorsqu'une société prête Juste là, je pense que tu viens de tomber à -1 parce que c'est pas juste quand une compagnie avance de l'argent, des fonds. Ça peut être sur l'utilisation d'un bien. non, peut ça, c'est être... un avantage à l'actionnaire à 15.2. À 15.1, Ah, excuse. c'était l'avance monétaire. C'est vraiment une avance. OK, le mot avance était là, tu as raison. T'as perdu ton droit de décider si j'ai un point ou non. Fait que tout ça pour dire... Il reste juste toi, Jerry. Fait que avance à l'actionnaire lorsqu'une société prête des fonds à son actionnaire. Mais t'as un bon point que t'amènes à faire la différence entre un avantage à l'actionnaire. Parce que si un actionnaire utilise les biens de la société, il peut avoir un avantage à l'actionnaire, puis là, ben, tu t'imposes dessus, tu n'as rien d'autre. Tandis que si tu as une avance à l'actionnaire, tu as 1 an après la fin de l'exercice pour rembourser cette avance-là ou te faire convertir en dividende. Sinon, cette avance-là, elle est inclue rétroactivement dans les revenus de l'actionnaire. Et ça, c'est important parce que, par exemple, je fais mon avance en 2024. Ma société a une fin d'exercice le 31 décembre 2024. J'ai jusqu'au 31 décembre 2025 pour la rembourser ou m'imposer sur un dividende en 2025. Si je ne le fais pas, rétroactivement en 2024, je dois m'imposer sur mon avance à l'actionnaire. Si je décide de, justement, la rembourser plus tard, je dois m'imposer sur un intérêt réputé, théoriquement. Et si cette avance-là a servi à gagner du revenu, je pourrais même déduire cet intérêt réputé-là. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et là, je m'assure de tout couvrir parce qu'il s'attend tellement. Il m'attend des tours. Il attend des tours. Puis, si jamais, malheureusement, je ne l'ai pas remboursé dans les délais et que rétroactivement, je dois l'inclure à mon revenu, si je la rembourse plus tard, en fait, quand je vais la rembourser plus tard, ou si je la rembourse plus tard, tu as le droit à une déduction. Et c'est là la différence entre un avantage à l'actionnaire, parce que si j'ai un avantage à l'actionnaire parce que j'ai utilisé des biens de l'entreprise, même si je le rembourse plus tard, je n'ai pas de déduction. Tandis qu'une avance à l'actionnaire, je la rembourse par après, je peux avoir une déduction. Et si je ne me trompe pas, c'est à 21 HH. C'est quoi l'enjeu avec la déduction déjà? L'enjeu avec la déduction. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe si je la rembourse, si je la rembourse dans 6 ans? Ah, ben puis si je fais tu pas vas... beaucoup de revenus cette année-là. Ben, en Ni fait, dans les 3 années précédentes. En fait, ton point est semi-pertinent. Pourquoi? Parce que si je la rembourse, par exemple, en me convertissant en un dividende, quand j'aurai ma déduction va venir éponger le dividende, fait que ça ne me créera pas de perte, fait que je ne pourrai pas le reporter rétroactivement. Si c'est du dividende, mais si je la rembourse monétairement par un emprunt. Par un autre emprunt, pas de ta société, j'espère, parce que ça, c'est une série de prêts de remboursement, ça ne fonctionne pas. Ah, mais non, à la banque. OK. Parce que la banque va accepter que tu empruntes pour rembourser un emprunt que tu as fait. Bon, admettons que tu réussis à avoir avoir de marge de crédit hypothécaire. Arrête, là, tu me fais penser à un autre finfluenceur qui dit qu'il y a de l'argent qui arrive mais qui ne considère pas l'impôt dessus. Bref, ceux qui savent. Donc, admettons que tu aurais de l'argent par ailleurs, que tu n'aurais pas payé l'impôt dessus, qui vient d'apparaître. Jamais payé l'impôt sur l'argent. C'est que là, tu rembourses. Si jamais tu rembourses ton avance plus de 3 ans plus tard, puis que ça te crée une perte dans tes revenus, malheureusement, plus que tu es plus que 3 ans plus tard, tu ne pourras pas reporter cette perte-là contre ton avance, exemple, de 2024 que tu t'es imposé dessus. Je ne peux que te donner le point, Reggie. Merci. Bravo pour thoroughness. Je ne sais pas comment dire en français, mais bon. On pourrait peut-être faire même un balado sur la gestion des pertes fiscales. Le cas échéant. Il en reste 6 avec celle-là. Il faut accélérer. Sinon, Julien commence à être en overtime. Puis là... Qui a droit aux dépenses d'automobile? Donc, en fait, vous avez fait 4 heures de balado sur le sujet. Non, 2 heures. 2 heures. Donc, 2 fois 1 heure de balado sur le sujet. Donc, je renvoie aux balados qui ont été faits dans le passé, considérant qu'on doit accélérer le tempo. Parfait. Fait que tu peux en piger un autre. Ça me stresse. Je vais l'avoir dit comme 4 fois. Comment fonctionne l'incorporation? Déjà, je suis parti là 2 minutes. En fait, comment fonctionne l'incorporation? L'incorporation, c'est une personne morale. C'est une personnalité juridique distincte d'un individu.
Donc, comment ça fonctionne? Étape 1, il faut créer l'incorporation. Donc, on envoie on dépose des statuts de constitution auprès, exemple, du registraire des entreprises ou auprès de Corporation Canada. Et le geste de faire ce dépôt-là va créer l'incorporation. Donc là, on a le comment on la crée. Si c'est le comment ça fonctionne, mais une fois que la société elle est créée, la société par action elle est créée, dans le comment ça fonctionne, mais dans le fonctionnement, il faut qu'elle prépare ses rapports d'impôts, il faut qu'elle s'ouvre des comptes de banque, il faut qu'elle exploite elle-même ses propres choses parce que c'est une entité qui est différente de l'actionnaire. Dans le fonctionnement, il faut savoir qu'une entreprise elle est détenue par un actionnaire. L'actionnaire procède à la nomination du conseil d'administration. Le conseil d'administration procède à la nomination des dirigeants, donc le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Et le fonctionnement de l'incorporation va se faire via le conseil d'administration qui vont prendre les décisions pour l'entreprise. C'est important de savoir que les administrateurs n'ont pas le droit de déléguer ou ni de prendre des décisions à l'avance. Donc, quand on veut, dans le fond, avoir des pouvoirs à l'avance, tels que des ententes sur la déclaration des dividendes, il faut retirer le pouvoir du conseil d'administration pour le donner aux actionnaires. Et on fait ça dans une convention unanime entre actionnaires. Hey, c'est technique, là! C'est ça! C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense pas que la question, c'était là quand ça allait, là. Qui doit être listé en passant la convention unanime aux actionnaires. Ça doit être mentionné au registraire des entreprises. Écoute, on t'a donné le point. Mais je pense pas que la question s'en allait là, sur cet aspect-là, autant juridique. Mais comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ah, c'est comme comment ça c'est fonctionne au comme niveau ça. juridique. Ça, La société peut détenir une entreprise. D'après moi, c'était plus que c'est une personnalité distincte et que elle opère de manière autonome et plus business-wise comment ça fonctionnait. Mais on va faire un balado complet là-dessus. Puis l'aspect technique a déjà été traité. Je me rappelle la première fois qu'un prof m'avait dit c'est une personne morale distincte. Je me suis dit, quoi? Mais encore. Elle doit avoir une raison sociale. Ben, sa raison, c'est d'exister. Qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est quoi une fiducie? C'est un triangle dans un organigramme. Arrête de te poser des questions. Ah non. Comment la double fiscalité affecte-t-elle une personne vivant aux États-Unis ou au Mexique sans papier? Sans rapatrier ses actifs ou argent. Existe-t-il une façon de contourner cela? J'aimais mieux ton sans-papier. Sans rapatrier ses actifs ou argent, existe-t-il une façon de contourner cela? Donc, c'est une personne qui a la double citoyenneté Canada et États-Unis. Je présume. Et qui a des actifs... Canada-Mexique, en passant. C'est très large comme question. Okay, La fiscalité mexicaine également. Tu veux répondre ou tu veux transférer? Oh, clair que non. T'envoies ça à qui? À Reggie. Tu m'avais pas déjà envoyé tantôt? Je t'ai rien envoyé. Non, il n'a pas utilisé Chérie, ses ok, renvois. lui. OK, parfait. Miroir! Oh, c'est Miroir. rude! Tu veux pas Miroir. tu Oui, je peux faire un miroir, non, c'est un tu veux miroir. pas avoir deux miroirs, les miroirs s'affrontent à l'infini, non. Fait qu'il faut que tu répondes, t'as plus le choix, là. Techniquement, t'as encore ton ricochet, mais de mémoire, dans ce jeu-là, si quelqu'un te faisait un miroir, tu pouvais pas utiliser ton ricochet. Mon ricochet vers toi. Ah ouais? OK, bon. Fait que, T'as go. fait ton miroir. Ouais. Fait que, miroir. On va juste commencer, là. Ben, en partant, si les actifs n'ont pas été OK, premier Ok, élément. compétition. Généralement, de manière... Général. Ben non, en général, on est résident fiscal d'une seule juridiction. Tu sais, quand La plupart tantôt, du Julien temps. disait qu'il identifiait des professeurs qui n'avaient pas de Ouais. contenu. Puis qui- Ouais, c'est ça, j'ai pas compris. Généralement, Ouais. de manière générale, de Sans façon de vouloir être parler. trop précis, C'est une question de fait. C'est une Non, mais- excellente non, question. mais pour de vrai, Pourquoi t'enlèves les questions? la plupart du temps, la convention Canada-États-Unis, puis je connais pas la convention Canada-Mexique aussi bien, fait en sorte qu'on a juste une résidence fiscale. Donc, on doit déterminer c'est quoi notre résidence fiscale. Ça s'établit en fonction de plusieurs éléments. De là, une fois qu'on connaît notre résidence fiscale, soit Canada ou États-Unis dans ce contexte-là, le revenu mondial doit être imposé dans ce pays-là. Donc, si je suis au Canada, ou ici, c'était résident des... Et en fait, c'est une personne vivant au Canada ou au Mexique. Ouais. Ou au Mexique? Ben, au Canada et au Mexique, États-Unis. Fait que dans le fond, je pense que c'est plus la double citoyenneté. Double- C'est, aujourd'hui, c'est la un raison, double. c'est ça. Ouais, bien attends, il y a personne qui habite au Canada. Comment la double fiscalité affecte-t-elle une personne vivant aux États-Unis ou au Mexique? Mais je pense que la personne de base est Ouais. aussi au Canada. De base, est sinon- probablement au Canada. Si les résidences fiscales canadiennes, à ce moment-là, elle doit s'imposer son revenu mondial canadien. S'il y a des actifs américains, lorsqu'elle rapatrie ces actifs-là au Canada, ils ont déjà été imposés. Donc, la plupart du temps,
c'est correct d'un point de vue fiscalité canadienne. D'un point de vue fiscalité américaine, je ne le sais pas. Je peux pas répondre. Quand tu rapatries tes biens, ça dépend. Si tu émigres au Canada, oui, mais si tu es déjà résident canadien... Mais ce que je veux dire, c'est que tu es déjà résident canadien. Disons que tu as des placements aux États-Unis ou tu as des placements aux États-Unis ou tu as des actifs aux États-Unis. Tu es résident fiscal canadien, tu ramènes ces biens-là au Canada. Quand tu le vends, les biens, tu vas avoir un gain capital, évidemment. Qui va être imposable au Canada. Qui va être imposable au Canada, tout à fait. Tu rapatries le bien au Canada. Voilà. Tu as payé ton impôt au Canada. Tu as payé ton impôt au Canada. Fait que je sais pas c'est quoi les conséquences fiscales américaines. Ni mexicaines, d'ailleurs. Moi, j'accorde le point, mais je préciserais que lorsqu'une personne est résidente du Canada puis qu'elle possède des biens à l'étranger qui ont une valeur de plus de 100 000, les biens doivent être dénoncés dans la déclaration d'impôt avec un formulaire qui est le T1135. Dorénavant, au Québec aussi. Existe-t-il des façons de contourner cela? Non, paye ton impôt. Tout à fait. Puis, non, c'est ça. Fait que disons que la question est très vague. Malheureusement, c'est pas possible de répondre parce qu'il manque trop de faits et quel type de bien, c'est pourquoi ça, quel type de bien? On parle d'une ouais. personne qui émigre, une personne qui émigre? Est-ce qu'on parle de, justement, j'ai une société aux States puis je reçois des dividendes, j'ai un fonds de... KO1, comment ils appellent ça? Bref, l'équivalent des REER aux States. Déclaré, non déclaré, parce qu'on peut aussi rentrer dans divulgation volontaire. Avec ou sans papier. Comment calculer le coût-bénéfice ajusté avec des placements non enregistrés? Pas fiscal. Ouais, ou le CBA. Le coût de base rajusté. C'est ça? Le prix de base rajusté? Non, le coût-bénéfice ajusté. Mais c'est peut-être le CBR. C'est probablement ça. Non, en fait... comment ça je pourrais... Non, il y a un mot de trop là-dedans. On peut soit avoir le coût de base rajusté, que ça, c'est par rapport à l'assurance vie. Que là, tu as un calcul que, sincèrement, tu regardes dans la loi puis tu demandes à ceux qui... Je veux dire, il n'y a personne... C'est l'assureur qui va te le fournir. Généralement, ça a un lien avec le montant des primes que tu payes. Puis là, y a-t-il une valeur de rachat, etc. Y a-t-il une composante... exonérée. Tout est exonéré, mais bref, différentes composantes qu'il peut y avoir dans une police d'assurance vie. Fait que si c'est par rapport aux assurances vie, il y a un calcul dans la loi puis ça va avoir un lien avec les primes payées. Si on parle plutôt d'un bénéfice ajusté dans le cadre d'une vente. Encore, on dit avec des placements non enregistrés. Mais la question ne fonctionne pas. Ça ressemble plus au coût de placement, non enregistré. C'est le montant que tu as payé pour ton placement. D'un point de vue fiscal, c'est vague. La question n'est pas assez précise pour pouvoir répondre. C'est plus le coût de ton placement, c'est le montant que tu as payé. Mon Dieu, qui a plié ça? OK. Se payer en dividende via sa Inc. Si pas besoin d'une Inc., se payer comme un travailleur autonome. Y a-t-il des gros changements au niveau fiscal? Oui. Oui. Que ce soit un dividende versus travailleur autonome. Encore là, c'est place que je vais dire, mais je vous réfère au podcast. Le premier podcast, le principe d'intégration, ce qu'on explique, la Inc., qu'est-ce que ça donne. Puis travailleur autonome versus Inc., travailleur autonome, tu t'imposes sur tes profits, peu importe l'argent que tu as fait, tu t'imposes tes profits. Tandis qu'avec la Inc., tu vas t'imposer sur ton salaire ou un dividende. Donc, tu as une certaine flexibilité pour, en fonction d'ajuster les revenus pour ton coût de vie. Puis là, ça revient, est-ce que ça vaut la peine de s'incorporer ou non, qui va faire l'objet d'un podcast probablement dans saison 4. Mais pour l'instant, oui, ça a une grosse différence. Ça peut avoir une très grosse différence au niveau fiscal. Un revenu de travailleur autonome versus salaire versus dividende. Est-ce que vous m'accordez le point, les amis? J'accorde le point, puis j'ajouterais, c'est dans la réflexion, il y a la différence entre un il était comme incorporé ou... Il disait dividende ou travailleur autonome. Mais là, on parle-tu de dividende de marché de placement boursier? En tout cas, il en reste deux. Ça fit. Il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'un gel successoral? C'est quand même simple, un gel successoral, dans le sens où une personne détient des actions dans une compagnie et cette personne-là décide ou souhaite arrêter dans le temps la valeur de ses actions. Donc, elle gèle la valeur de ses actions pour que la valeur future puisse être émise en faveur de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là peut être des enfants, un conjoint ou une fiducie. Et la technique d'un gel successoral se fait essentiellement par la personne qui a des actions ordinaires. Ces actions-là vont être échangées. Puis là, dans l'échange, ça peut être fait de 4 manières différentes qu'on pourrait donner plus de détails. Mais dans le fond, la technique de gel
pour arrêter la valeur dans le temps de notre actionnaire, il y en a 4 possibles. Et une fois que la valeur elle est arrêtée dans le temps, on émet des nouvelles actions en faveur d'un nouvel individu. Donc, qu'est-ce qu'un gel successoral? C'est arrêter dans le temps la valeur d'un actionnaire afin de donner la plus-value à quelqu'un d'autre. C'est quoi les 4 techniques de gel? Attends, Tu 51, peux faire un 85, 51, tu peux faire un 86, tu peux faire un 85 interne ou tu peux faire un dividende en action à LO. Oh, elle a raison. Est-ce que tu es prête à gager ton 0.5 sur elle a raison? Je comprends, le mais ILO après va pas être avoir gelé parce que mon action ordinaire, je vais faire un Non, 51 j'accepte après. le ILO. T'acceptes le Mais ILO? le ILO, il faut faire aussi. Après avoir fait un ILO, idéalement, on refait un Non, je autre ne gage gel pas mon aussi, 0.5 mais... du tout. Je ne gagerai pas mon 0.5, je refuse. Attends, hein? 51, 86, 85 interne, tous des échanges. C'est le même type de gel. Dividende ILO, deuxième type de gel. Troisième type de gel, c'est gel renversé. Transfert des actifs dans une nouvelle société détenue par les enfants. Ça revient au gel. Fait que t'as perdu ton 0.5. merci. Non, attends, j'ai jamais T'as perdu ton J'ai 0.5. jamais accepté, Reggie. C'est tellement J'ai jamais rude. accepté, Reggie. J'ai jamais accepté. Je suis désolé, je le garde mon 0.5 à la fin. Jamais. Donc, peu importe c'est quoi le résultat, le 0.5 à la fin m'est accordé, merci. Mais au-delà du débat sur le fameux point 5, si la réponse n'était pas assez précise pour la personne qui a posé la question, je l'invite à contacter Gérard. Chez Fiscalité GTT, là, il pourra aider cette personne-là avec la question. Après, Dernière question. par Réginald, merci. T'as perdu le 0.5. Fait que je vais prendre J'ai un pas point perdu 5 pour Je ne perdrai le pas le fait. 0.5 qui est gardé. Peux-tu répondre? Je suis désolé, t'es pas... Julien, son autobus s'en vient. Non, Let's go. on a encore 4 minutes, c'est correct. Moi, tu sais que je réponds à moitié. Hein? J'ai un 0.5 d'ailleurs. C'est ton Comment, 0.5. comment gérer la fiscalité d'avoir une propriété secondaire en location au Québec? Quoi? Comment gérer la fiscalité d'avoir une propriété secondaire en location au Québec? La question ici sous-jacente, c'est la gestion de la fiscalité. Je tiens à dire premièrement que la loi de l'impôt prévoit un traitement. Je peux vous parler du traitement. Maintenant, la gestion, on va voir si on peut en faire un commentaire après. Pour l'instant, ça me vient pas à l'esprit. Si j'ai une propriété secondaire en location, il y a du revenu, il y a du revenu de location. Donc, un chalet la plupart du temps. J'ai une deuxième résidence, c'est un chalet, ça produit du revenu de location. On ne dit pas ici dans la question de savoir si la majorité, si la résidence secondaire en question est étudiée en majorité du temps pour la location ou pour des situations personnelles. C'est déjà un élément qui n'est pas identifié dans la question. Si c'est utilisé... puis là, je ne me rappelle plus les fréquences. Fait que là, Réginald me regarde parce que lui, il les connaît toutes par cœur, puis ça m'embête. Non, je suis en train de dire en ce moment, je t'écoute. Je me rappelle plus de la fréquence. C'est do or die, hein? C'est do or Do or die. die, là. hein? C'est dans tes points. Maintenant que t'as perdu ton 0.5, c'est do or die. Non, je l'ai toujours mon 0.5, je te le dis d'avance. Puis là, j'ai mon miroir. De toute manière, Réginald, tu vas avoir une réponse beaucoup plus précise que la mienne. D'accord, mais tu Vas-y. peux pas encore. Miroir. Non, tu peux pas. Tantôt, j'ai fait un ricochet. Non, ça fait Miroir. 2 fois. Tu peux pas juste me viser. J'ai fait une fois. Non. Parce que Mais- si je réponds à ça puis je l'ai, je gagne. Tu vas gagner, c'est correct. Je te laisse gagner. Non, attends, tu peux gagner si tu Je te laisse si tu gagner un l'as. Ligo. Non, transfère ça en marche. en large, Ligo. Comment tu trouves sa réponse à date? Moi, je donnerais pas le Moi, point. je- En ce moment, je me donne même pas le point parce qu'il y a plein d'éléments que je voudrais adresser, comme c'est quoi qui fait en sorte que je peux perdre la désignation de cette résidence-là comme une désignation de résidence principale. Oublie ce que je pense. Keep it simple. Fais-je répondre à la question. Non, je refuse. Moi, je vais faire mon miroir. Tu peux pas faire ton miroir? Je t'ai pas envoyé Ok, la excuse-moi. question. Tu comprends pas bien le jeu. Tu peux pas faire un miroir quand c'est toi qui réponds à la question. Donc, quelle est la question, là? Lis la question. Comment gérer la fiscalité d'avoir une propriété secondaire en location au Québec? Donc, Les revenus de location sont non, mais imposables, rapidement, voilà. là, Je vais les revenus répondre. locatifs Vas-y. sont imposables. Ouais. Les dépenses qui sont reliées à l'exploitation, à aller générer le revenu vont être déductibles. Il faut aussi s'assurer qu'on a le droit d'exploiter, qu'on n'est pas dans un territoire non exploitable, puis qu'on a le droit, sinon on n'a pas du tout accès aux dépenses. Donc, essentiellement, il faut déclarer les revenus quand on a un chalet locatif. Puis, Si c'est la location à court terme, comme tu dis, il faut faire si la attention à location l'enregistrement court terme, il TPS-TVQ. faut s'enregistrer en TPS-TVQ. À 3, on a fait notre 2 minutes, mais quelqu'un veut Non, mais il manque une rajouter? précision aussi. Avec, vas-y. Je sais même pas de quoi tu parles dans Vas-y, les vas-y, fréquences. Non, pour vrai, je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais l'élément qui m'embêtait ici, c'était qu'est-ce qui se passe si c'est une résidence qui est utilisée, disons, 1 semaine ou 2 par année pour faire la location à court terme? Est-ce que j'ai quand même droit de désigner cette résidence-là comme une résidence principale au moment où je la vends? Tu peux louer ta maison puis toujours la désigner comme résidence principale. Ça dépend. Pas tout le temps, ça dépend. Ouais. Généralement, oui, mais... Mais si tu réclames la DPA, C'est ça, c'est Non. ça. Tu Non, réclames si de tu réclames la DPA, tu peux l'amortissement plus. sur ta maison.
là, ça peut devenir plus problématique. Justement, si tu dis que tu alloues juste 1 ou 2 fois par année... tu ne réclameras pas l'amortissement, on s'entend. Là. C'est ça, tu ne réclameras pas l'amortissement. Puis Les dépenses vont être proratées. Tu ne peux pas Exact. déduire toutes tes dépenses pour 2-3 semaines de location. Mais encore là, sauf que si tu utilises le bien, 90% pour le louer, puis juste de temps en temps comme résidence principale, comme résidence secondaire, là, je ne sais pas si le normalement habité va être correct. Pour vrai, celui-là, je ne suis pas sûr. Il faudrait que j'examine. Fait que je ne vais pas en parler. C'est ça qui m'embêterait. Fait que je donnerais le point à Marjo là-dessus. C'est correct, 6h30, on doit partir de toute manière. Oui, mais ça fait que Marjo a gagné. Oh, bingo! Donc, Même je te laisse le point 5. je suis contente parce que c'est un vin que j'apprécie et je suis vraiment très, très curieuse de prendre connaissance de la BD Joker the World. Donc, vraiment, je suis très contente. J'étais tellement stressée par l'idée du jeu que l'issue est positive. Je vous l'avais dit que je gagnais. Ah! C'est vrai, au début, avant le podcast, elle arrivait et elle parlait comme une gagnante. Merci à tous de nous avoir envoyé vos questions. C'est super apprécié. On va le refaire, c'est sûr. On va refaire le jeu. On va spécifier les règles par écrit. Ça, la prochaine fois. Merci. Puis, Et s'y conformer. on va en rajouter. Oui, question de s'y conformer. En plus, par même avec ta loi et le résultat officiel que tu vas pouvoir garder. Donc, ça, fait que merci à tous. Merci. Merci pour votre attention. Puis, à la prochaine fois.